Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur l'alternance organisé par l'opérateur de compétences Atlas en région Normandie et Hauts-de-France. Nicolas Lagrand, journaliste à l'agence de presse spécialisée AEF Info. Je vais vous accompagner tout au long de cet événement. Plusieurs temps forts. Premièrement, un focus sur Atlas et sur le traitement des dossiers alternance déposés par les entreprises. Deuxièmement, un coup de projecteur sur les nouvelles aides publiques, comment ça marche pour les entreprises ayant déjà des alternants et pour celles qui envisagent d'en recruter. Troisièmement, les regards croisés de deux entreprises, deux alternants, deux CFA pour repérer les conditions d'un parcours en alternance réussi avec l'expertise de l'opérateur de compétences Atlas pour préciser les outils et les ressources disponibles. Deux onglets importants en haut à droite de votre écran, l'onglet questions, vous pouvez cliquer dessus, ce sera notre fil de discussion. Vous pourrez poster toutes vos questions, une équipe de conseillers Atlas y répondra en direct et je relayerai également quelques-unes de ces questions. L'onglet sondage permettra de recueillir votre avis à plusieurs reprises durant ce webinaire avec des résultats quasi instantanés. On démarre tout de suite avec François Infantès qui va me rejoindre à l'écran. François Infantès, il est délégué régional d'Atlas pour les régions Hauts-de-France et Normandie. Bonjour François. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, première question peut-être toute simple. Qu'est-ce qu'Atlas, opérateur de compétences récent? Quel est l'ADN d'Atlas? Quel secteur professionnel couvre cet opérateur de compétences? Oui, récent, puisque nous sommes le fruit de la réforme de la formation continue de 2018. Donc l'OPCO, comme tous les OPCO, donc nous sommes maintenant 11 OPCO qui ont remplacé 25 OPCA. Nous avons été créés il y a même pas un an. En ce qui concerne l'OPCO Atlas, notre champ d'expertise, c'est celui des services financiers et du conseil. Donc à peu près 110 000 entreprises en France et qui regroupent 1 800 000 salariés. Ce champ peut paraître très large. Il est regroupé en 4 familles de métiers, 4 grandes familles. Donc le secteur de l'assurance, le secteur des banques, du conseil et de la finance. Je vous épargne le détail de chacun des métiers, hein, vous l'avez à l'écran. Ce qui réunit ces familles de métiers, il y a un certain nombre de points communs qui les réunissent. Le premier que je citerai, c'est le fait que l'ensemble de ces activités soient des services aux particuliers ou aux entreprises. Ensuite, il y a un point commun important en ce qui concerne les compétences, le niveau de compétences des salariés, puisque le niveau d'accès dans ces entreprises-là, dans toutes ces activités, est rarement inférieur à Bac+2, Bac+3. Donc, on est sur des publics de haut niveau de qualification. Et enfin, je citerai comme autre point commun un besoin de compétences et de renouvellement de compétences qui est permanent dans l'ensemble de ces métiers, qui est dû à plusieurs facteurs, et notamment la question de l'évolution technologique et la question de l'évolution réglementaire. L'ensemble de ces métiers sont soumis à l'un ou à l'autre, et parfois aux deux ensemble, ce qui nécessite une remise à jour permanente des compétences des salariés. Alors ça, c'est pour Atlas au niveau national, pour les régions Hauts-de-France et Normandie, François Infantès. Oui, en ce qui concerne les régions et les territoires qui nous concernent, nous dénombrons à peu près 7500 entreprises qui ont leurs sièges sociaux en Normandie ou en Hauts-de-France et qui regroupent un peu plus de 85 000 salariés. Ce qui est notable, mais ça c'est le cas de l'ensemble de notre tissu économique, c'est le fait que 98% de ces entreprises ont moins de 50 salariés, donc peuvent être considérées comme des TPE-PME. Un autre point que je voudrais signaler, c'est une concentration territoriale assez forte, puisque sur l'ensemble des 2 régions, nous avons 5 bassins d'emploi qui regroupent quasiment 80% des effectifs et des entreprises. Donc en Normandie, l'activité se regroupe principalement sur Rouen, Caen et Le Havre. Et en Hauts-de-France, la métropole lilloise et la métropole d'Amiens regroupent le plus gros de nos effectifs d'entreprises et de salariés. Ce qui, pour nous, en tant qu'agence de proximité, introduit une problématique particulière qui est de couvrir un territoire très très large avec une concentration, c'est facile pour obtenir des rendez-vous et pour vous voir, vous, entreprise. Sur les territoires éparpillés, c'est un peu plus difficile, mais avec les moyens modernes, comme ce matin, on y arrive assez bien. Un webinaire
intitulé Accélérateur entreprise. Alors, pour qui et pourquoi? On est parti, alors d'abord on fait partie d'une opération nationale, hein, on fait une sorte de tour de France et un tour des antennes territoriales d'Atlas. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'alternance voulue par les pouvoirs publics et pour lequel Atlas s'est engagé avec volonté, hein, avec forte volonté. Ce qui nous anime, c'est le constat récurrent chaque année de constater qu'à peu près 3/4 des entreprises adhérentes à l'OPCO n'utilisent pas les formules d'alternance pour embaucher leurs effectifs. Donc du coup, on a une volonté très forte et qui nous anime de vouloir diffuser l'information au plus grand nombre sur l'ensemble des modalités de réalisation de ces dispositifs, des plus et des moins, de l'intérêt d'embaucher des jeunes en alternance, d'investir sur l'avenir de cette façon-là. Et on n'a pas trouvé un meilleur moyen que de vous faire parler, vous, entreprise, employeur, et vous, jeunes apprentis, pour essayer de convaincre les récalcitrants, ceux qui auraient des doutes, ceux qui ne connaissent pas du tout et qui sont très curieux du dispositif. Alors, Je rajouterais, excusez-moi Nicolas, je rajouterais juste un élément important. Dans nos milieux en particulier, comme les niveaux de qualification sont très élevés, on insiste beaucoup sur le fait que les filières d'alternance peuvent être des filières de réussite et doivent l'être et peuvent permettre aux jeunes d'accéder à des niveaux Bac+5. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, quand vous inviterez nos partenaires CFA, vous verrez leur particularité vous sautera aux yeux tout de suite. quelles sont les missions d'Atlas en matière d'alternance? Quelques chiffres clés pour finir de planter le décor, François Infantès. Alors, au niveau de nos missions, elles sont assez simples, hein. On peut les résumer en accompagner les entreprises dans leur démarche de recrutement en alternance et une mission de financement sur délégation de l'État pour financer l'ensemble des coûts de scolarité des formules d'alternance. Donc, si on fait un regard un peu national, on a dénombré un peu moins de 65 000 contrats d'alternance qui ont été financés en 2019 sur l'ensemble du territoire national, décomposés en 60% sur les contrats d'apprentissage, 40% sur les contrats de professionnalisation. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que la tendance à cet équilibre entre les deux formules d'alternance est en train de changer, est en train vraiment de s'accentuer sur l'apprentissage pour cette nouvelle réforme 2020. Et on s'attend, lors de cette rentrée, à avoir une progression encore significative de l'ensemble, mais surtout de l'apprentissage. Si on fait un petit focus sur la région, oui, pardon. Oui, non, je vous en prie, justement, j'allais vous dire au niveau Hauts-de-France et Normandie. Donc, au niveau de nos deux territoires, on a dénombré un peu moins de 3500 contrats en alternance en 2019, avec une répartition déjà un peu plus décalée sur l'apprentissage que sur la professionnalisation. Ce qui est intéressant de noter aussi, ce qu'on ne vous a pas écrit, parce qu'on aime bien aussi en rajouter, hein, faire un peu de teasing, c'est que 40% de ces contrats ont été réalisés au sein des entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui prouve bien que les TPE-PME sont un vivier important pour développer l'embauche des jeunes en alternance, et ce qui prouve bien que ça peut être une réussite et que c'est une pratique que nous voulons et nous devons développer. Alors, un point important par rapport à toutes les entreprises qui nous écoutent, on va aborder maintenant la question des délais de traitement des dossiers déposés par les entreprises auprès d'Atlas. Quels sont aujourd'hui ces délais, sachant que l'année 2020 est vraiment l'année de transition où il a fallu récupérer des stocks de dossiers auprès des chambres de commerce. Ça n'a pas été forcément très évident. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Merci Nicolas pour cette question pas très confortable pour moi. Je ne vais pas me cacher derrière des alibis, hein. Nos délais sont mauvais. Ils sont tout à fait inhabituels et anormaux. Et soyez certains que tous les jours et toutes les heures, nos équipes travaillent à essayer de les améliorer. Pour être très concret, aujourd'hui, sur le traitement d'un contrat en alternance, entre le moment où il est déposé sur la plateforme dématérialisée et le moment où on commence son instruction, il peut se passer 6 semaines au mieux et 8 semaines au pire. Pour bien comprendre, François Infantès, ça veut dire qu'il y a à la fois le stock de dossiers de 2019
qu'il a fallu récupérer. C'était pas toujours des fichiers Excel. Il a fallu voilà, remettre tout ça à plat. Il y a ce stock-là et il y a tous les nouveaux dossiers qui arrivent. Alors, on dit habituellement il faut que ce soit traité en 20 jours. De fait, les OPCO sont en ce moment tous débordés. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise a passé ce délai de 20 jours? Il y a beaucoup d'entreprises qui demandent, mais est-ce que voilà, ma prise en charge va être effectuée par Atlas? Alors, je vais d'abord répondre à ça et ensuite je vais vous donner quelques clés de lecture. D'abord, je tiens à rassurer tous ceux qui nous écoutent. Il n'y aura pas de refus pour cause de retard. Sous réserve de la complétude et de la conformité des dossiers, l'ensemble des contrats en alternance seront financés, même si tout le monde est en retard sur les délais et même si on reçoit les dossiers après les délais légaux. Là-dessus, on a négocié avec la direction du travail pour que on n'embête pas l'entreprise, on ne crée pas de grains de sable supplémentaires. Vous avez raison, Nicolas, de souligner que on est sur une année de transition. Effectivement, ce télescope plusieurs phénomènes. Le fait d'avoir à récupérer l'ensemble des contrats d'apprentissage en tant qu'OPCO, qui étaient précédemment gérés dans d'autres institutions, notamment via les chambres consulaires, le fait de changer l'ensemble des usages qui étaient sur le territoire, puisque les CFA étaient très acteurs et très mobilisés sur l'élaboration des dossiers, des contrats, et soulageaient l'entreprise d'une grande partie de l'administratif. Aujourd'hui, nous avons mis en place un process 100% dématérialisé, mais qui implique beaucoup plus l'employeur, puisque nous demandons à l'employeur de déposer lui-même le CERFA sur la plateforme dématérialisée, de façon à pouvoir traiter son dossier dans cet entonnoir-là, c'est-à-dire dans un seul lieu qui est l'OPCO, l'OPCO qui reçoit maintenant tous les dossiers en alternance. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est aussi on est dans l'année de transition, donc création de process, création de nouvelles équipes, de nouveaux modalités de traitement, de nouvelles modalités de traitement, mais on est aussi sur une année très compliquée à cause de la crise sanitaire que nous avons tous vécue et qui fait que nous avions une visibilité très faible, voire erronée en début de campagne. On a tous subi une crise économique qui fait suite et qui est corollaire de la suite de la crise sanitaire. On estimait que l'embauche en alternance allait aussi souffrir. Donc ça, c'était aussi une surprise par rapport, une très bonne surprise par rapport au volume de dossiers reçus lors de cette campagne alternance. On a eu beaucoup d'informations contradictoires ou tardives qui sont arrivées au courant de l'été, qui ont été des éléments déclencheurs, qui ont permis de déclencher des embauches et qui ont généré un flux de dossiers aussi inattendu pour nous. Donc tous ces éléments réunis fait qu'on est très pressé de passer à 2021. Merci pour ces éléments. On commence à voir arriver effectivement un certain nombre de questions et les conseillers Atlas de votre équipe, François Infantès, sont en train d'y répondre et on relaiera quelques-unes de ces questions. Je vous propose à présent un sondage pour clôturer cette première séquence. Alors, vous cliquez en haut à droite sur l'onglet sondage et vous allez voir apparaître cette question toute simple. Avez-vous déjà recruté en alternance? Oui, non. Donc, on va vous laisser 15-20 secondes pour pouvoir voilà, choisir la réponse qui correspond à votre situation. Donc, oui, non. Avez-vous déjà recruté en alternance? Alors, on a, voilà, les résultats apparaissent au fur et à mesure. On a à peu près une vingtaine de pourcents qui n'ont jamais recruté en alternance, un petit peu moins, et 80% qui ont déjà recruté. Alors, ça peut être un ou plusieurs alternants, bien sûr. Voilà, ce sont les résultats, François Infantès. Voilà, 15-20% n'ont jamais recruté et 80-85%, les participants sont encore en train de voter, qui ont déjà recruté en alternance. Ça représente donc le petit défi de notre webinaire. Très bien, donc nous savons maintenant quelle est la part d'auditeurs que nous allons essayer de convaincre et la part d'auditeurs que nous devons rassurer sur l'ensemble du processus alternance. Merci beaucoup François, je vous propose de nous retrouver en fin de webinaire. Merci pour cette première séquence et on va à présent aborder la question de la prime. Prime de 5 000 ou de 8 000 euros pour l'embauche d'un alternant, c'est une raison de plus pour recruter. Pour aborder cette séquence, je vais demander à Hélène Margerie, qui est conseillère formation à Atlas, en Hauts-de-France et Normandie, de bien vouloir me rejoindre.
Alors, elle va arriver d'ici quelques secondes à l'écran. Et voilà, bonjour Hélène. Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander de parler un petit peu plus fort, Hélène. Euh, on va procéder sous forme de questions-réponses avec vous. Alors, on devrait, je pense, avoir un certain nombre de questions, bien sûr, qui vont arriver dans le fil de discussion. D'ores et déjà, peut-être, pour cadrer un peu la discussion, euh, ces aides de 5 000 et de 8 000 euros, ça fonctionne comment, Hélène Marjorie? Alors, en effet, donc l'aide pour les alternants de 5 000 et 8 000 euros délivrés par l'État, l'élément déclencheur, c'est l'enregistrement du contrat en alternance par l'OPCO. Ensuite, c'est l'ASP, donc l'Agence des services et des paiements de l'État, qui va prendre le relais et vous notifier votre éligibilité à l'aide et vous indiquer les modalités. Donc, il s'avère qu'en termes de modalités, ce sera très automatisé. L'ASP a les moyens de récupérer les éléments, notamment liés à la paye, donc par la DSN, et permettra en fait d'automatiser le versement de l'aide. Du côté de l'entreprise, il y a quand même un espace intranet à ouvrir qui s'appelle le SILAE. Donc l'ASP vous indiquera si vous avez déjà cet espace et qu'il peut déjà engager des versements ou s'il faut créer cet espace. Alors, c'est la date de signature du contrat qui compte. Il faut signer, avoir signé ou signer le contrat entre quelle date et quelle date pour être éligible à cette aide. Donc l'éligibilité à l'aide, en effet, elle est pour les contrats signés depuis le 1er juillet 2020 et jusqu'au 28 février 2021. Et donc, Ah, je vous en on prie, est sur allez-y. une aide de 8 000 euros pour une personne majeure et 5 000 euros pour une personne mineure. Au niveau des diplômes et des types de contrats, on est sur une éligibilité pour les contrats de pro et pour les contrats d'apprentissage, que ce soit donc un niveau bac ou infra-bac jusqu'au bac plus 5. Alors, plusieurs questions. Je suis une entreprise. Est-ce que j'ai une démarche à faire pour bénéficier de cette aide financière et comment, quand est-elle versée? Alors, la démarche, donc, c'est le dépôt du contrat sur MyAtlas, sur les services en ligne d'Atlas. Ensuite, en théorie, donc, pas de démarche particulière, si ce n'est s'assurer d'avoir un espace SILAE. Et ensuite, les premiers paiements, donc l'ASP nous a informé que pour le contrat d'apprentissage, ça interviendra en novembre. Avec du coup le paiement des mois qui sont déjà écoulés si le contrat a débuté depuis le 1er juillet ou août-septembre, enfin voilà. Et pour le contrat de professionnalisation, le premier paiement interviendra en novembre avec Et la c'est une aide rétroactivité. qui est mensualisée. Tout à fait. Donc en novembre et décembre, en fonction du contrat, ce sera un versement avec le correctif des mois passés. Et ensuite, ce sera un versement mensuel. Alors, on continue notre série de questions-réponses. Je suis une entreprise, je signe un contrat pour 2 ans. Ai-je droit à l'aide pendant 2 ans? Alors, non, cette aide, elle est une fois, elle est exceptionnelle, elle est pour un contrat. Donc, que le contrat fasse 12 mois ou 24 mois, vous ne l'aurez qu'une fois et elle s'étale sur 12 mois. Est-ce que l'aide est valable pour un contrat plus court de 6 mois? Alors oui, c'est possible, mais dans ce cas-là, l'aide sera proratisée en fonction du nombre de mois du contrat. Donc 6/12. Si j'embauche 2 jeunes de plus de 18 ans en contrat d'apprentissage, est-ce que j'ai droit 2 fois à l'aide de 8 000 euros? Alors oui, en effet, l'aide est éligible par contrat. Donc, si vous prenez plusieurs alternants, vous aurez plusieurs fois l'aide. Tout à fait. J'envisage de signer un contrat en alternance début 2021, donc avant la date limite, hein, la dernière date du 28 février, mais le contrat ne démarrera qu'en septembre 2021. Est-ce que j'ai droit à l'aide? Alors en théorie, oui. Si on suit du coup les directives de l'ASP, c'est la date de signature du contrat, donc la date de conclusion pour un contrat d'apprentissage. Donc en théorie, s'il est signé avant, vous pouvez bénéficier de l'aide de l'État, même s'il démarre plus tard. Donc ça, après, avec une petite pointe de vigilance sur
sur les avancées et si l'ASP se positionne plus précisément sur ce point-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment la date de signature du contrat qui Tout à compte fait. entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Une fois la prime versée, quel est le reste à charge? Est-ce qu'on peut l'évaluer sur le salaire de l'alternant pour les entreprises? Alors, on peut l'évaluer en effet avec des estimations qu'on peut faire auprès de nos conseillers, enfin de vos conseillers pardon, entreprises. Le reste à charge, il est assez faible en fait sur des niveaux, infra bac, enfin en dessous du bac +2, dans le sens où la rémunération est un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Donc, plus la convention va avoir des salaires minimaux qui sont avantageux ou plus le diplôme est élevé, donc le pourcentage est élevé, plus le reste à charge en termes de rémunération est important. Mais du coup, il est quand même assez minoré par cette aide. Oui, le gouvernement a communiqué sur le fait que le reste à charge était nul pour des mineurs, donc des alternants de moins de 18 ans, qu'il était faible pour les autres. Il y a un petit point de vigilance, il y a un simulateur gouvernemental qui ne prend pas en compte les minima des branches professionnelles, et c'est vraiment un point clé, prendre en compte à la fois les minima, l'âge de l'alternant, enfin un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer de manière précise ce reste à charge. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il y a un simulateur sur le site du gouvernement qui est une base si vous voulez avoir une première estimation. Mais il est important de se rapprocher de votre conseiller ou d'aller consulter votre convention collective pour ne pas avoir de surprise sur le minimum à appliquer. Concernant cette fois la formation de l'alternant, donc pas les salaires, quel est son coût pour un contrat d'apprentissage? Alors, concernant le contrat d'apprentissage, donc l'OPCO va prendre en charge les coûts pédagogiques et ça fonctionne sur un code diplôme. France Compétences gère l'enregistrement des diplômes et les coûts contrats qui sont affectés à ces diplômes. Et donc, nous, en tant qu'OPCO, comme tous les OPCO, on va appliquer un coût contrat à chaque diplôme qui vont nous permettre d'accorder des financements donc sur la durée du contrat. Si ce code diplôme n'est pas encore enregistré totalement par France Compétences, on va appliquer des coûts d'amorçage qui nous permettent d'appliquer une base forfaitaire qui sera régularisée ensuite lorsque le diplôme est enregistré. Pour un contrat de professionnalisation, cette fois, quel est le coût de la formation? Alors sur le contrat de pro, c'est pas tout à fait le même fonctionnement. C'est un fonctionnement héritage des OPCA, où là, on travaille sur un taux horaire. Donc en fonction de chaque branche, il a été défini un taux horaire de prise en charge de la formation. Donc là, il faut consulter les critères sur le site de l'OPCO Atlas ou contacter son conseiller pour avoir le bon taux de prise en charge horaire de la formation. Voilà, sachant qu'effectivement, il y a une prise en charge qui, en général, est assez conséquente. Et pour le coût contrat, je reviens sur l'apprentissage, lorsque le CFA propose un coût de formation qui correspond au coût contrat, le reste à charge est nul. Tout à fait. Il peut arriver que voilà, le coût de la formation soit supérieur au coût contrat. En résumé, Hélène Marjorie, quelles sont les aides disponibles? Et vous nous avez préparé un petit, voilà, une petite diapo récapitulative pour y voir le plus clair possible. En effet, donc sur l'alternance, vous avez donc dans un premier temps le financement de la formation, donc comme on l'a vu sur le contrat d'apprentissage en coût contrat et sur le contrat de pro en taux horaire. En effet, les écoles appliquent soit des coûts qui sont pris en charge à 100%, soit il y a un petit reste à charge. Donc ça, c'est bien à définir. Ensuite, la deuxième mesure, c'est le salaire qui est réduit en fonction de l'âge puisque on applique un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel en fonction du type de contrat et de l'âge de l'alternant. Ensuite, il y a une réduction des charges patronales et salariales. Sur le contrat d'apprentissage, vous n'avez pas de charges salariales et sur les deux contrats, vous avez des allègements de charges patronales. Et enfin, donc, cette aide exceptionnelle de 5 000 et 8 000 euros dont on vient de donner les modalités. C'est ça, avec donc un question-réponse très récent, depuis le Tout 28 à fait. septembre du ministère du Travail,
sur l'aide où on trouve un certain nombre de réponses. Vous avez aussi sur le site d'Atlas, www.atlas.fr, une foire aux questions plus spécifique sur le contrat d'apprentissage. On la voit d'ailleurs apparaître à l'écran, la capture d'écran de votre site. Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à aller consulter le site de l'OPCO Atlas qui est très fourni en informations. Lorsque vous arrivez sur l'accueil de l'OPCO Atlas, vous avez un onglet Entreprise qui vous permet d'accéder à un onglet qui est Recruter. Et dans cette page Recruter, vous avez un pavé sur l'alternance où vous avez plein d'informations et notamment ce FAQ qui vous permet de répondre à beaucoup de questions sur le contrat, les dates, qui fait quoi, à quel moment. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Et si toutefois vous avez encore des questions, voilà, n'hésitez pas à contacter vos conseillers en région qui vous accompagneront dans le montage du dossier. Alors, merci déjà pour toutes ces réponses. On a beaucoup de questions, hein, comme vous pouvez tous le voir, qui arrivent sur le fil questions. Et l'équipe d'Atlas et François Infantès voilà, se démènent pour y répondre avec voilà, énormément de questions, beaucoup d'attentes, bien sûr, des entreprises par rapport à ce nouveau cadre réglementaire. On va bien sûr continuer à répondre à ces questions, en tout cas l'équipe Atlas par écrit. Et on va vous proposer maintenant, avec vous, Hélène Margerie, d'entendre les acteurs de l'alternance pour savoir comment, en pratique, ça se passe. Alors, c'est d'autant plus important qu'on a un certain nombre d'entreprises qui ont bien sûr entendu parler d'alternance, mais qui n'ont jamais encore recruté d'alternants. Et donc, on va vous proposer les retours d'expérience d'entreprises, d'alternants, de CFA qui mettent en œuvre ces parcours en alternance. Et je vais demander à Damien Cavaillès et à Valentin Faucon de nous rejoindre. Alors, Damien Cavaillès, il est co-dirigeant d'une TPE qui s'appelle Wheel of Dev. Bonjour. On l'aperçoit à l'écran. Bonjour. Et Valentin Faucon, bonjour. Vous êtes alternant à Wheel of Dev. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter plus complètement et on va commencer par vous, Damien, pour présenter votre structure. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Damien, je suis un développeur et j'ai fondé la société Wheel of Dev il y a 4 ans. On édite un site emploi pour les développeurs, qui est le site emploi le plus visité en France par des développeurs avec 20 000 visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire quasiment la moitié de l'intention de changement de poste dans notre secteur. On fait aussi du conseil en communication. Donc, en fait, on aide les entreprises à développer leur marque employeur. Le but, c'est d'avoir la considération des développeurs pour pouvoir recruter les développeurs qui sont le plus difficiles à convaincre. Et donc, on est aujourd'hui une équipe de 10 personnes et on sert environ 500 clients. D'accord. Et sur les 10 personnes, comment se compose votre équipe ? Alors, il y a les 2 associés, donc moi et mon associé. On a une équipe de développeurs. Aujourd'hui, ils sont 2 développeurs. Ils ont été 3 un certain temps. Il y a 2 personnes qui font du conseil à plein temps et 2 personnes qui font du commerce. Je pense que le total n'est pas bon, mais c'est parce qu'il y a eu des changements de poste récemment. Et vous avez alors 3 alternants. Et parmi ces alternants, il y a Valentin. Bonjour, Valentin Faucon. Je vous laisse aussi vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Valentin. J'ai fait un parcours centré sur l'art. J'ai été graphiste et là, je suis en pleine reconversion en tant que développeur web. D'accord. Vous avez quel âge ? 29 ans. 29 ans. Alors, vous avez fait un parcours avec un bac art appliqué, une première année en BTS design d'espace, un BTS graphiste en alternance. Donc, vous avez un parcours assez riche. Vous avez même été en entreprise pendant un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette reconversion et en quoi ce premier parcours, ces premières expériences professionnelles vous servent-elles aujourd'hui ? Alors, pourquoi j'ai décidé de me reconvertir ? Parce que j'avais besoin de voir autre chose après le graphisme, et sur l'île, la tech était en développement. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée de regarder ce qui se faisait. Et j'ai regardé les centres de formation en dev et j'ai fait quelques petits tests. Et ça m'a intéressé tout de suite et j'ai décidé de devenir développeur web.
Et c'est vrai qu'avec mon background de graphisme, ça complète en fait tout ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Si vous pouviez nous décrire voilà, quelques-unes de vos tâches. Alors, vous êtes entré chez Wheel of Dev récemment, hein, depuis le 24 août. C'est ça. Quelles sont les tâches, les missions pour l'instant qui vous sont confiées? Alors, j'en ai plusieurs. D'abord sur l'aspect web design, où on me demande de temps en temps de faire des maquettes pour des features sur le job board. Et ensuite, tout ce qui est aspect développement web, créer des features pour les clients, les utilisateurs. Votre rythme alternance, quel est-il? Comment vous articulez votre période en entreprise et votre période en CFA? En l'occurrence, hein, c'est chez Aston, hein, le centre de formation. Donc, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. Et vous préparez quel niveau de diplôme et quelle formation, Valentin? Bac plus 4 en développeur web. Ouais. D'accord. Comment ça s'articule entre Aston et l'entreprise? Quel type de relations vous avez, d'échanges vous avez, et comment vous êtes accompagné au sein de Wheel of Dev? Vous avez un tuteur, bien sûr. Oui, Vincent, mon tuteur. Alors pour l'instant, je ne pourrais pas répondre très précisément à cette question, mais je pense que Aston fait son maximum pour que c'est trop récent, vous voulez soit dire, bien en entreprise. Oui. C'est ça, c'est trop récent. Oui, vous êtes entré depuis le 24 août et vous n'avez eu pour l'instant qu'une seule semaine chez Aston? Je suis dans ma 2e semaine. Ouais. D'accord, d'accord. Et donc avec votre tuteur, c'était la deuxième partie de ma question. Comment se fait l'accompagnement? Comment vous apprenez? Voilà, à qui est-ce que vous vous référez? À qui est-ce que vous parlez aussi de ce que vous faites par ailleurs chez Aston sur les apprentissages théoriques? Avec Vincent, mon mentor, en fait, qui m'aide à développer mes compétences chaque jour, qui m'aide à comprendre comment fonctionne la stack de l'entreprise. Il y a aussi Clément, qui est le 2e développeur, qui m'aide aussi dans mon apprentissage. Damien Cavaillès, alors, 3 alternants. Oui. Vous avez 2 autres alternants qui, eux, sont un peu plus anciens, qui ont 1 an, qui sont chez vous depuis 1 an. Comment ça se passe le tutorat? Comment vous concevez cet accompagnement? Et d'ailleurs, vous êtes tuteur des 2 autres alternants. C'est ça, oui. On a voulu faire quelque chose de vraiment pratique aujourd'hui. Comment je conçois l'apprentissage? Moi, ça nous force à avoir un niveau de suivi de tous les collaborateurs qui est supérieur. C'est-à-dire que on va passer 1 heure, moi je passe 1 heure par semaine avec chacun des collaborateurs des équipes, du coup, parce que c'était nécessaire pour les alternants, et si j'y arrive pour les alternants, je peux le faire pour les autres collaborateurs aussi. C'est un suivi et ma conversation un peu différente parce qu'on peut essayer de savoir ce qu'ils ont étudié en cours sur les semaines de cours et voir comment ils peuvent les mettre en application. Ça nous donne toutes les semaines des nouvelles idées. Donc, par exemple, sur la partie marketing, si mon alternant au commerce, il a vu des choses en marketing, automatisé, est-ce qu'on peut essayer de les mettre en application cette semaine dans l'entreprise? Est-ce que ça peut créer de la valeur pour l'entreprise? Ça nous permet vraiment d'avoir des gens qui sont formés toujours en permanence et d'avoir des nouvelles idées qui rentrent dans l'entreprise, quoi. Oui, parce que vous n'avez pas, vous, forcément le temps non plus de suivre toutes les évolutions. Et là, on a, chez Aston ou dans d'autres centres de formation, vous avez des connaissances qui sont plutôt à la pointe et qui peuvent aussi vous servir à vous. Oui, surtout, en plus, moi, j'ai appris par l'expérience ce métier-là parce que j'ai fait une formation de développeur. Donc, les métiers de communication et de commerce, je les ai appris par expérience. Et donc, eux, ils les étudient de façon très formalisée. Et donc, moi, je les ai appris de manière informelle et eux, ils les apprennent de manière formelle. Et ça me permet du coup de formaliser ma connaissance et de voir, en fait, c'est plus facile pour moi de mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école, mais du coup, de le voir comment eux, ils l'apprennent à l'école, ça me permet de formaliser ce que je sais aussi, quoi. C'est ça. Vous avez, alors les alternants ont aujourd'hui à la fois un binôme, voire d'ailleurs une équipe qui peut les aider, et un tuteur qui consacre un petit peu de temps. Il y a beaucoup d'entreprises qui hésitent aussi par rapport à la charge de travail, qui se demandent si c'est pas trop de temps, qui se disent pendant que la personne qui est en binôme ou le tuteur s'occupe des alternants, elle ne produit pas.
comment vous voyez justement cette montée en puissance des alternants? Est-ce que ça prend pas trop de temps? Est-ce que c'est gérable? Est-ce qu'il y a aussi pour l'entreprise des bénéfices évidents? Alors déjà, il faut savoir que l'OPCO il peut prendre en charge une partie du tutorat dans certaines conditions. Donc, il faudrait que quelqu'un pose la question pour qu'un conseiller de l'OPCO puisse répondre correctement. On va poser la question à Hélène tout à l'heure, qui est avec nous, et elle va nous répondre. Donc, l'OPCO peut vous aider là-dessus. Ensuite, un collaborateur de manière générale, il faut le former, il faut le manager, il faut prendre le temps de le manager. Un alternant, ça prend pas plus de temps. Un stagiaire, de toute façon, ça prend du temps de le former, de le manager, et un alternant, ça prend pas plus de temps. Donc, c'est pas, faut pas croire ça. Alors après, une des mauvaises habitudes par exemple, pour des salariés, pour des collaborateurs qui n'ont jamais eu à gérer des équipes ou des personnes, souvent le mauvais réflexe, c'est de mettre l'alternant ou le stagiaire juste à côté de soi sur le bureau. Là, en l'occurrence, il est vraiment à côté de moi, Valentin. Mais on fait pas ça d'habitude, surtout qu'on fait usage de beaucoup de télétravail maintenant, donc c'est moins pertinent. Et du coup, la personne qui est plus junior nous interrompt en permanence. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de mettre des créneaux dans la semaine où on travaille ensemble et où je suis pas sur mon travail, je travaille avec la personne, je suis en train de l'aider, je suis complètement disponible et ça réduit vraiment de 95% les interruptions ou les sollicitations que je peux avoir d'autres collaborateurs. Donc, c'est une bonne façon en fait de créer un espace dédié pour cet échange avec votre alternant. Et vous pouvez le créer avec tous les collaborateurs de l'entreprise, quoi. Lorsque vous recrutez en alternance, vous recrutez dans quel but, Damien? C'est un vivier de recrutement? Vous pouvez les embaucher si l'alternance se passe bien, ou vous n'avez pas forcément cette possibilité? Alors déjà, il faut voir qu'un contrat d'alternance sur un contrat d'apprentissage, en fait, le contrat pro coûte cher, mais le contrat d'apprentissage coûte beaucoup moins cher pour l'entreprise. Les charges patronales sont vraiment moins élevées et c'est quasiment l'ordre de grandeur. C'est un contrat d'apprentissage, c'est un peu moins de 10 000 euros. Un contrat pro, c'est plutôt entre 17 et 20 000 euros. Donc, c'est pas du tout le même coût pour l'entreprise d'avoir un alternant qu'un salarié. Nous, on recrute des juniors via l'alternance, parce que je pense que c'est la meilleure façon de recruter les juniors, d'avoir des jeunes diplômés en fait qui sont vraiment. En fait, c'est vachement intéressant pour nous d'avoir des gens qui ont un vrai projet de carrière. S'ils ont fait le choix de se reconvertir, donc Valentin par exemple et Marcy avec qui je travaille sont tous les deux des reprises d'études. Donc c'est des collaborateurs qui ont un projet de carrière, ils ont déjà travaillé, ils savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi je trouve que c'est 20 fois plus facile à manager qu'un jeune diplômé qui a fait une école prestigieuse payée par les parents et qui ne sait pas exactement ce qu'il a envie d'apprendre ensuite. Et c'est ce type de personnes-là avec lesquelles j'ai envie de travailler moi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Merci Valentin. Quels sont vos projets pour la suite? Vous imaginez pouvoir, à l'issue de votre parcours, lorsque vous aurez obtenu votre diplôme, travailler dans cette entreprise chez We Love Dev ou peut-être dans une autre? Oui, si c'est faisable, moi c'est une signature chez We Love Dev parce que c'est des collaborateurs intéressants qui me permettent de travailler dans la bonne humeur, d'être serein tous les jours. C'est vraiment le cadre de travail que j'ai toujours recherché, donc oui, pourquoi pas. Hélène Margerie, alors il y a une question qui a été évoquée, qui est importante. C'est effectivement pour accompagner les tuteurs pour les contrats pro ou les maîtres d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage, donc dans l'entreprise, il y a des formations qui peuvent être financées par l'opérateur de compétences. Qu'est-ce qu'Atlas prend en charge? Quel est le principe dans les grandes lignes? Oui, alors tout à fait, il est possible en fait, si vous voulez, en tant que tuteur ou maître d'apprentissage, suivre une formation, il y a une possibilité de financement en fait de cette formation. Parlez bien près de votre micro, Hélène. Oui, voilà, un petit peu plus près, merci. Excusez-moi, oui. Donc, je disais, il y a une possibilité de prise en charge de la formation de tuteur ou de maître d'apprentissage. Donc, ça dépend aussi des critères de branche que vous pouvez consulter donc, sur notre site ou auprès de votre conseiller. Mais voilà, vous pouvez avoir un financement pour cette formation. Et ensuite, sur le contrat de professionnalisation uniquement, toutes les branches de l'OPCO Atlas aussi, enfin quasiment toutes les branches, en effet ça dépend de la branche, vous offrent l'opportunité d'avoir une aide à la fonction tutorale qui est un versement mensuel, enfin qui est un montant mensuel, défini sur 3 à 6 mois en fonction de la branche.
que vous pouvez du coup facturer à l'OPCO et qui va diminuer en fait le temps et l'investissement financier des premiers mois de formation dans l'entreprise qui sont pour nous en fait estimés comme la période en fait à laquelle vous investissez le plus en temps auprès de l'alternant. Alors, ça dépend selon les branches, mais cette aide à la fonction tutorale, elle peut aussi d'ailleurs aider l'entreprise à impliquer l'un de ses salariés sur cette fonction de tuteur. Et effectivement, ça peut être un levier important. Alors, on va accueillir une nouvelle représentante d'entreprise et un nouvel alternant. Je vais demander à Aurélie Demailly et Adrien Lefebvre de bien vouloir nous rejoindre. Donc, on va les inviter à l'écran. Et on va les voir apparaître, on va leur demander de se présenter. Donc Aurélie Demailly, elle est responsable des ressources et communications IT chez AG2R La Mondiale, à la DOSI, qui est la direction à la fois des services d'information et de l'organisation. Et Adrien Lefebvre, c'est un ancien alternant qui est aujourd'hui en CDI chez AG2R. Bonjour. Alors, félicitations. Adrien, bonjour. Aurélie Demailly, bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter. On va peut-être commencer par vous, Aurélie Demailly. Comme ça, vous pouvez à la fois vous présenter et puis donner quelques informations, quelques chiffres clés aussi sur votre entreprise. Alors, en revanche, on ne vous entend pas. Oui, on n'a pas le son. Alors, on n'a toujours pas le son. Ce que je vous propose, alors en attendant, on va demander allez-y. Allô ? Oui, ça y est, on vous entend. Pardon, bonjour, désolée. Pas de souci. Alors, bonjour, donc moi je suis Aurélie Demailly, en effet, je suis responsable des ressources au sein et de la communication au sein de la DOSI, du groupe AG2R La Mondiale. Donc nous, au sein de la DOSI, on a initié depuis plusieurs années maintenant une politique de recrutement de nos alternants. Quelques années en arrière, pour vous donner un peu l'évolution de nos alternants chez nous, on avait 3 ou 4 alternants par an, un peu par opportunité en fonction du réseau des uns et des autres. Et depuis on va dire les 3 ou 4 ans maintenant, on a nettement fait évoluer le nombre d'alternants au sein de notre DOSI. On est en septembre, aujourd'hui, en septembre 2020, à 45 alternants au sein de la DOSI. Donc, on a vraiment investi beaucoup de temps et d'énergie à la fois sur nos relations écoles et également sur l'accueil de nos alternants. Alors, on n'est pas dans un remplissage de quotas d'alternants pour remplir le principe d'accueillir des alternants. On est vraiment dans une politique d'accueil d'alternants, dans un objectif de pré-recrutement qu'on a lancé depuis quelques années maintenant, un plan de recrutement assez important au sein de notre direction. Et le canal alternance est vraiment un vecteur de pré-recrutement important. On mise beaucoup sur ce canal-là pour voir nos postes d'informatique dans notre direction aujourd'hui. Alors, plus de 5% de l'effectif en alternance, effectivement, bravo, avec une forte progression sur les dernières années. Adrien Lefebvre, vous étiez un des premiers apprentis d'ailleurs il y a 4 ans, quand cette politique a été mise en œuvre. Alors expliquez-nous peut-être, je vous laisse vous présenter et puis expliquer un peu votre parcours en alternance et aujourd'hui en CDI chez AG2R. Oui, bonjour. Alors, Adrien Lefebvre, j'ai 26 ans. J'ai commencé mes études par un DUT statistique et informatique décisionnelle, donc dans le domaine de la data. J'ai eu l'occasion, et c'était les débuts de l'alternance, d'effectuer la dernière année d'alternance du DUT, la dernière année en alternance de ce DUT-là, au sein de l'entreprise Auchan, donc en tant que chargé d'études marketing. J'ai enchaîné sur une licence professionnelle, toujours en statistique et informatique décisionnelle, cette fois-ci encore en alternance du coup à la Chambre des métiers de l'artisanat du Nord-Pas-de-Calais, en tant que chargé d'études statistiques. Et puis j'ai décidé de poursuivre encore mes études à la condition qu'elles soient faites en alternance.
Et j'ai trouvé donc le centre de formation du CNAM de Valenciennes qui proposait une formation donc d'ingénieur informatique décisionnel, donc toujours dans le même domaine de la data. Et j'ai trouvé un contrat d'alternance donc pour les 2 ans au sein d'AG2R La Mondiale. Et là, donc, c'était une préparation d'un master 1 et 2. C'est ça. C'est ça, master sur 2 ans, qui voilà, vous a conduit pendant 2 ans chez AG2R. Quelle a été votre perception de ce parcours en alternance? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Comment s'est faite aussi la progression de ce qu'on vous a délégué? Je l'ai très bien vécu, hein, puisque j'y suis toujours. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis embauché. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu impressionnant. C'est vrai que de rentrer dans un grand groupe comme AG2R La Mondiale, avec plus de 10 000 salariés, ça peut paraître impressionnant. J'ai été très très bien accueilli, que ce soit d'un point de vue purement RH, mais aussi par mon équipe, enfin l'équipe dans laquelle j'étais, par mon tuteur. Beaucoup de personnes qui ont pris le temps de m'expliquer les choses, de me mettre dans le contexte, de m'apprendre un certain nombre de choses. Donc j'en ai retiré vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment appris énormément, beaucoup plus, je pense, que si j'avais fait un cursus universitaire classique. Donc j'en retire vraiment beaucoup de choses, aussi bien vraiment professionnellement, techniquement que humainement. On ne vous entend plus. Oui, on ne vous entend plus par contre. Votre micro est coupé. Ouais, moi, je vous entends bien, mais c'est Nicolas qui va retrouver son micro. Il l'a coupé tout seul, je pense. Peut-être un faux contact, Nicolas, qui a déclenché la coupure du micro. On voit le micro coupé. Je peux essayer de faire une synchro labiale, si vous voulez. Il est parti. Il reviendra. Sinon, je peux essayer de reprendre sa trame pour poser ses questions. Oui, c'est vrai qu'on a la trame. Alors, vous m'entendez à nouveau? Oui. Voilà. On rafraîchit la page dans ce cas-là et tout rentre dans l'ordre. Oui, donc merci pour ces éléments. Vous me disiez en préparant cette séquence que vous vous sentiez beaucoup plus à l'aise avec ce statut de l'alternance qu'avec un statut scolaire, un statut qui vous convient mieux. Alors, cette fois-ci, c'est Adrien qu'on a perdu. On a perdu Adrien. C'est le sujet. Hein, alors, en attendant Aurélie de Mailly, Adrien l'a un petit peu évoqué. Il y a des procédures d'accueil, d'intégration, de suivi des alternants. Qu'est-ce que vous avez mis en place au fil des années? Depuis 4 ans, vous avez progressivement amélioré tout ce processus d'accueil et d'intégration. Dites-nous en quoi il consiste. Oui, donc on a beaucoup investi de temps et d'énergie avec la DRH, le groupe, sur ces sujets parce que pour nous, c'est un élément hyper important pour fidéliser aussi les alternants et leur donner envie de rester. C'est un marché où ils sont assez sollicités, donc on sait à quel point c'est important. Donc on a, dans le cadre de la politique DRH, une formation d'accompagnement de nos tuteurs qui est faite systématiquement à l'arrivée du jeune. Le tuteur est formé chaque fois. On essaye dans la mesure du possible que les tuteurs ne soient pas forcément les managers pour aussi avoir une proximité et avoir un rôle un peu différent. On a beaucoup investi aussi sur le onboarding au sens où tous les ans, on prévoit 2 temps. Donc, il y a une demi-journée d'intégration pour les alternants qui a lieu début octobre. Donc là, elle a lieu, on va dire, elle a lieu là la semaine prochaine pour tous nos alternants qui sont rentrés en septembre 2020. Et dans cette demi-journée, on fait intervenir le comité de direction pour présenter la DOSI, ses enjeux.
on répond à leurs questions un peu administratives, RH. On essaie de créer un collectif. L'objectif de cette demi-journée-là, c'est vraiment de créer la communauté des alternants pour qu'ils se connaissent entre eux, puissent partager leur expérience, partager aussi, s'aider entre eux sur la réalisation de leur rapport, de leur mémoire. C'est important. En tout cas, on trouve, nous, que c'est un élément fort. Et il y a une deuxième journée d'intégration qui est là prévue avec les CDI qui arrivent en intégration. Donc là, on mélange les alternants et les CDI qui sont nouvellement embauchés. Et au travers d'un escape game, on les fait jouer sur les valeurs de la transformation de notre direction et de l'évolution de notre direction, pour qu'ils puissent aussi du coup adhérer complètement aux valeurs du groupe, de la direction et des enjeux qui sont les nôtres, pour aussi leur donner envie de pouvoir poursuivre avec nous dans la continuité de leur contrat en alternance. On voit que ça commence à porter ses fruits, hein, étant donné qu'on est là, quand on regarde depuis 2-3 ans, quasiment à hauteur de 50% de nos alternants qui sont en fin de cursus, qui sont embauchés en CDI dans notre direction. Donc, ce qui est, je pense, un indicateur plutôt performant de toutes nos actions qu'on mène sur ce sujet-là. Oui, et vous êtes en train de préparer une vidéo d'ailleurs, hein, avec des témoignages d'anciens alternants aujourd'hui recrutés en CDI que vous diffuseriez lors de cette première journée d'intégration. Pour montrer que l'évolution de carrière, elle est possible, hein, et même elle est probable. Alors, une question à Adrien Lefebvre, puis à Valentin Faucon. Selon vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour que le parcours en alternance se passe bien et que ce soit à la fois bénéfique pour vous, bien sûr, et pour l'entreprise, que ce soit, comme on dit aujourd'hui, gagnant-gagnant? Adrien Lefebvre. Plusieurs choses, je pense. Je pense qu'il y a déjà la volonté d'apprendre de l'alternant, hein. Il faut que ce soit, il faut qu'il y ait une vraie volonté de s'inscrire aussi dans la vie de l'entreprise, dans la vie de l'équipe dont il fait partie. Il y a de l'investissement aussi de la part de l'entreprise. On ne doit pas laisser l'alternant. On ne doit pas laisser l'alternant sur des tâches de base, etc. En fait, il faut que l'alternant, je pense, puisse se projeter sur ces tâches à moyen ou même long terme. Alors, à l'échelle d'un contrat d'apprentissage, bien sûr, mais aussi potentiellement pour une future embauche. Ça aide aussi à se projeter. Donc plusieurs choses. Je pense la confiance, le lien mutuel qu'il peut y avoir entre l'alternant et son tuteur, l'investissement des deux parties, hein, de l'alternant et de l'entreprise, et puis des perspectives d'avenir. Voilà. Merci. Valentin Faucon. Oui, alors je vais essayer de ne pas répéter ce qu'il a dit. Je pense que tout se fait aussi sur la communication, l'échange entre l'entreprise et l'alternant. Que chacun connaisse les enjeux de l'un et de l'autre. L'alternant est là pour apprendre, la boîte doit le comprendre, et l'alternant doit comprendre aussi que derrière, il y a des enjeux économiques pour la boîte. Il doit s'engager personnellement sur le projet. Hélène Margerie, alors c'est vrai que c'est important, hein, cette mise en place du contrat en alternance, cette mise en place de la progression. Et il y a d'ailleurs, au plan administratif et financier, aussi des démarches qui visent à faciliter, parce qu'avant, c'était les CFA qui remplissaient. On a demandé avec la nouvelle loi aux entreprises de le faire. Mais depuis la mi-septembre, Atlas permet aux CFA de pré-remplir. Et pour les petites entreprises, ce n'est pas négligeable. Tout à fait, oui. Donc, on est tout en dématérialisé par nos... Parlez bien près de votre micro, Hélène. Pardon. Oui, donc on est sur des services en ligne avec les dépôts des contrats. Donc le contrat de pro a toujours été dans ce schéma-là. Mais par contre, le contrat d'apprentissage était en effet un contrat qu'on envoyait au CCI pour enregistrement. Donc depuis le 1er janvier, c'est auprès de l'OPCO sur un dépôt sur les services en ligne. Et du coup, cette charge est revenue aux entreprises.
Mais nous avons travaillé pour que depuis mi-octobre, en effet, les CFA puissent, pour le compte des entreprises, déposer les demandes de prise en charge des contrats d'apprentissage. Depuis mi-septembre. Mi-septembre. Mi-septembre, avec effectivement du coup un CFA qui peut pré-remplir à charge pour l'entreprise de vérifier puis de valider les informations. Tout à fait. Un autre petit élément qui peut aussi être intéressant par rapport à tous nos participants connectés, il y a une aide au premier équipement qui peut être versée par l'opérateur de compétences, par Atlas, au CFA, ce qui peut être intéressant pour des entreprises qui n'ont pas forcément le matériel, des alternants qui ne sont pas forcément équipés. Quelle est cette aide et quel type de matériel peut-elle financer? Alors, en effet, les CFA, donc c'est bien au CFA de faire la démarche, peuvent pour des sessions de formation, enfin des promotions d'alternance, prévoir le premier équipement de l'alternant. Donc, on est sur du matériel informatique et donc c'est un forfait qui va être attribué au CFA sur justificatif ensuite, qui se monte à 500 €. Et là, ça peut être par exemple un ordinateur, une webcam, un logiciel qui ont un rapport direct avec la formation. Tout à fait, oui, exactement. Alors, merci beaucoup. Alors, on va remercier notamment Adrien Lefebvre et Valentin Faucon en souhaitant bon vent au second et une intégration peut-être prochaine au sein de Wheel of Dev. Et on va garder les deux représentants d'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Je vais vous proposer, avant de passer à une deuxième séquence, un nouveau sondage. Alors, je vais vous demander à tous de cliquer sur l'onglet sondage en haut à droite. Un sondage, voilà, un contrat en alternance est possible pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus, pour les jeunes jusqu'à 29 ans inclus, sans limite d'âge. Un contrat en alternance, donc d'apprentissage ou de professionnalisation. Alors, on vous laisse une poignée de secondes pour voter. Je vois Damien Cavaillès qui sourit, Aurélie Demailly qui sourit également. Alors, vous avez raison de sourire, hein, parce que c'est une question piège. La question est piège, effectivement. Alors, on a, voilà, tout le monde n'a pas encore voté, mais on a des résultats qui s'affichent sans limite d'âge 60%, jusqu'à 29 ans inclus 30% et le reste 10% pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus. La réponse, Hélène Margerie. Alors, pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus, c'était l'ancienne… Parlez bien près de votre micro. Du coup, pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus, c'est une ancienne règle. Donc, sur les contrats d'apprentissage, on est bien jusqu'à 29 ans inclus. Et sur les contrats de professionnalisation, donc en fonction du public, on peut aller sur des contrats pro sans limite d'âge. Sans limite d'âge, et il faut préciser que aussi pour des travailleurs handicapés, là il y a 0 limite d'âge, que ce soit en contrat pro ou en contrat d'apprentissage. Oui, tout à fait. Petite précision peut-être, alors ça peut être intéressant, les contrats pro sont moins financés, on l'a dit, bien souvent, mais ils permettent, et je rebondis sur ce que vous disiez Damien tout à l'heure, ils permettent aussi de recruter des jeunes qui ont 30 ans ou plus et qui ont une maturité, des expériences professionnelles parfois assez nombreuses, qui ont un projet bien réfléchi et qui peuvent être des profils intéressants pour les entreprises, Hélène Margerie. Oui, tout à fait. Le contrat de pro donc, permet sur des profils demandeurs d'emploi d'aller sur des personnes en reconversion, donc des personnes qui ont plus de 30 ans. Et ça va permettre du coup l'accès à une formation en alternance pour des profils en reconversion. Donc c'est en effet tout à fait intéressant sur ce type de profil. Alors on voit s'afficher une capture d'écran de votre site sur un comparatif entre contrat pro et contrat d'apprentissage. C'est bien de préciser, là sur la slide, c'est indiqué que les travailleurs handicapés peuvent bénéficier du contrat d'apprentissage, peu importe leur âge en fait. Ouais. Absolument, et donc on voit Hélène Margerie à la navigation, rubrique entreprise sur le site Atlas, sur la droite, recruter, apprentissage ou professionnalisation, quel contrat choisir. Là, c'est une capture d'écran, mais on a beaucoup plus d'informations sur un certain nombre de critères
qui permettent de faire ce comparatif. Oui. Alors, deuxième séquence, merci pour ces précisions. On va accueillir deux nouveaux intervenants, Claire Messager et Hugues Dequitte. Ils sont tous les deux responsables de centres de formation. Alors, Claire Messager, qui est responsable de formation par apprentissage de l'ICEN de Lille. On la voit apparaître à l'écran. Bonjour. Et on va attendre Hugues Dequitte. Alors, en attendant qu'il nous rejoigne, quelques mots pour vous présenter, Claire Messager, et pour présenter votre structure. Voilà Hugues Dequitte, bonjour. Ah, oui, bonjour, je me vois enfin. Alors, Claire Messager, oui, quelques mots, bien sûr, un peu plus sur votre structure, l'ICEN de Lille. À quel métier forme-t-elle? Combien d'alternants avez-vous? Sur quel niveau de diplôme? Dites-nous tout. Oui, donc Claire Messager, donc effectivement, je suis responsable du cycle ingénieur par apprentissage à l'ICEN. Donc quelques mots sur le groupe dont fait partie l'ICEN. Donc l'ICEN fait partie du groupe Junia ex-INCREA. On a changé de nom il y a quelques jours, qui regroupe 3 écoles d'ingénieurs, HEI, ISA, ICEN. Au total, on a un peu plus de 4000 étudiants, dont plus de 600 apprentis et 120 contrats pro environ à l'ICEN et à l'ISA. À l'ICEN, donc le cycle ingénieur par apprentissage, c'est un cycle de 3 ans qui forme des ingénieurs dans le domaine du numérique et au sens large, puisqu'ils ont le diplôme ICEN au final. Mais la formation est plus particulièrement axée sur tout ce qui est informatique, donc le développement, système, réseau, cybersécurité. Il y a 74 apprentis aujourd'hui à l'ICEN. Donc, voilà. Formation longue, contrat long de 3 ans qui les mène de Bac plus 2 à Bac plus 5. Voilà, donc on recrute la plupart sont issus de DUT ou de BTS. Et donc ensuite, ils font leurs 3 ans de formation ingénieur en alternance dans la même entreprise. Voilà. L'ICEN alors on n'est pas un CFA en tant que tel, on est une antenne de Formasup, qui est le CFA de l'enseignement supérieur des Hauts-de-France. Voilà, c'est un CFA hors les murs, comme on dit, qui a un certain nombre de partenaires qui sont des unités de formation en apprentissage, avec un certain nombre de services qui sont mis à la disposition de ces centres. Hugues Dequitte, je vous laisse vous présenter et présenter aussi votre structure. Oui, bonjour. Donc Hugues Dequitte, effectivement, de délégué régional Nord-Ouest à l'École supérieure de la banque. Alors, nos partenaires nous connaissaient mieux sous le nom du CFPB. On a, comme ma collègue, changé de nom depuis peu. Donc, nous sommes implantés sur toute la France et sur les DOM-TOM et sur la moitié du continent africain. On a à peu près 35 000 apprenants par an sur l'ensemble de notre territoire. Alors plus particulièrement au niveau du Nord-Ouest. Donc j'ai 12 lieux de formation sur les Hauts-de-France et la Normandie. J'ai le même périmètre qu'Atlas et on a 500 alternants actuellement que l'on gère en partenariat avec les chambres de commerce, les universités et d'autres centres de formation sur la totalité de nos apprenants dans le domaine exclusivement bancaire. Donc, nous formons du bac à bac plus 5, même post-bac plus 5 dans le domaine bancaire. Comment se répartissent vos alternants entre contrat pro et contrat d'apprentissage et sur quel niveau de diplôme êtes-vous? Alors, principalement, les plus gros recrutements se font à bac plus 3 et bac plus 5 aujourd'hui, mais nous formons de niveau bac à bac plus 5. La répartition entre contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage est cette année très très marquée sur le contrat d'apprentissage. On a 90% de contrats d'apprentissage pour 10% de contrats de professionnalisation. L'apprentissage est plutôt favorisé sur les niveaux supérieurs, plus 3, plus 5. Le contrat pro est plutôt réservé là pour le moment sur des niveaux bac et bac plus 2. Alors Hugues Dequitte, vous avez un défi commun avec pas mal d'entreprises, c'est de travailler sur l'attractivité et la promotion des métiers.
Il y a Tout des à fait. métiers en tension, il y a des métiers qui peinent à recruter, il y a des métiers qui sont victimes de représentation ou d'idées reçues. Alors notamment dans la banque, c'est voilà l'image un peu vieillotte. Dans la banque, c'est conseiller bancaire. Il y a beaucoup plus de métiers que ça, bien entendu. De Bien quelle évidemment, manière oui. est-ce que vous travaillez sur cette attractivité? Alors, effectivement, hein, les métiers de la banque ne font pas toujours recette, hein, même si il y a énormément de besoins de la part de nos partenaires bancaires pour recruter de nouveaux alternants, hein. Nous, au niveau de l'école supérieure de la banque, nous nous rapprochons de Pôle emploi, des écoles, que ce soit des lycées ou des écoles post-bac, pour présenter les métiers, hein. Nous travaillons main dans la main avec l'Association française des banques et la Fédération française des banques, hein, la FBF et l'AFB, pour promouvoir l'ensemble des métiers que nous pouvons rencontrer dans la banque. Et je sais qu'ils sont multiples, hein, il y a plusieurs centaines de métiers qu'on peut rencontrer dans la banque, pour expliquer et faire connaître ces métiers et les perspectives d'évolution qu'on peut rencontrer dans le secteur bancaire auprès de différents publics, hein, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion, jeunes diplômés, et effectivement démystifier cette profession qui peut paraître un petit peu fermée et un petit peu élitiste auprès de ces publics, et surtout dépoussiérer l'image qu'ils peuvent avoir des métiers de la banque, du conseiller qui est assis derrière son bureau et qui attend le client avec son costume cravate Et sa calculatrice. Et sa calculatrice, effectivement. Voilà. Claire Messager, alors vous avez aussi bien sûr des enjeux d'attractivité avec un enjeu plus spécifique de féminisation, parce qu'on sait que dans les métiers du numérique, il y a une très forte proportion d'hommes. Voilà, c'est un enjeu que vous travaillez de quelle manière? En lien avec les entreprises, bien sûr, de la branche. Alors, nous, la promotion des métiers, c'est vrai qu'on a finalement assez peu d'actions avec les entreprises menées sur ce sujet. Maintenant, on intervient dans des salons, dans des lycées, donc en amont de la décision des études pour parler des métiers techniques et du numérique. Et puis effectivement, on a peu de filles, hein, sur les 74 apprentis, il n'y en a que 2. Donc c'est très peu. Donc à travers ces interventions dans les lycées ou via des associations comme Elle Bouge, voilà, il peut y avoir des actions menées sur ce sujet. Oui, et c'est vrai qu'il faut commencer très tôt pour lutter contre ces représentations, à la fois des jeunes, mais parfois aussi de leur famille. Ça nécessite un travail sans cesse renouvelé, hein, de participation à des salons. Enfin voilà, les entreprises, les CFA sont nombreux à témoigner que il ne faut jamais s'arrêter en cours de route, qu'il faut sans cesse se renouveler. Aurélie Demailly, puis Damien Cavaillès, de quelle manière est-ce que vous deux, vous participez aussi, quel type d'action vous menez pour faire valoir la richesse de vos métiers, les évolutions de carrière possibles? Aurélie Demailly. Alors nous, ce sujet des femmes dans les métiers de l'informatique, hein, si on reprend cette thématique, nous tient vraiment à cœur. On a notre directrice, hein, qui est une femme, qui est l'une des rares femmes dans des groupes de taille à être directrice des systèmes d'information, qui est cofondatrice d'une fondation qui s'appelle Fondation Femmes Numérique. Donc, on investit aussi beaucoup d'énergie sur ces sujets-là. On a aussi, au travers de notre plan de recrutement, des actions assez fortes, hein, sur ces sujets. On a une politique aussi d'accueil de stagiaires de 3e, parce que on le disait juste avant, mais la décision de l'orientation professionnelle se fait quasiment déjà là, en fait. Donc, on sait que si on sensibilise les jeunes filles à cet âge-là, c'est aussi comme ça qu'elles s'orienteront vers des filières plus techniques, voilà. Et puis, aujourd'hui, on essaye de dépoussiérer aussi l'image qu'on peut avoir de ce qu'est un informaticien. On a souvent l'image de quelqu'un d'assez technique. Aujourd'hui, il y a
métiers qui se sont créés. Le SIGREF identifie une 50aine de métiers différents. On n'est plus sur des concepteurs, développeurs, des chefs de projet. Il y a plein d'autres secteurs qui se sont développés où les femmes ont complètement leur place et on sait que c'est important de repasser ces messages-là à la fois dans les écoles dès le plus jeune âge. Damien Cavaillès. Déjà, il faut voir que c'est des métiers qui sont complètement accessibles. Il n'y a pas de restriction d'accès pour les femmes. Moi, je suis ingénieur ICEN. Je suis venu dans le Nord pour étudier à l'ICEN. J'ai rencontré ma femme, du coup, là-bas, qui a fait exactement les mêmes études il y a 10 ans. Et aujourd'hui, elle est développeuse, justement, dans la banque assurance. Donc, on a une dédicace à tout le monde. Et elle est toujours moins bien payée que ses collègues hommes. Elle a moins accès aux promotions que ses collègues hommes. Donc, je pense que les entreprises doivent clairement s'engager sur le sujet. Pour faire la promotion pour faire la promotion des métiers, nous, c'est notre cœur de métier, nos clients. En banque, par exemple, on va avoir comme client ING, qui nous a acheté une campagne de promotion pour ces métiers de développeurs. Sur la marque employeur, parce que c'est un de vos activités. Et ils ont mis une développeuse qui est dans une position de leadership à l'image. Et c'est pas nous qui leur avons demandé, c'est eux qui le font. Donc, c'est aux entreprises de s'engager. Je pense que c'est aussi en tant qu'individu à chaque homme de s'engager, de décider s'il veut faire partie de la solution ou du problème. Je pense que si un homme aujourd'hui s'est pas posé la question clairement est-ce qu'il en fait il n'y a pas d'entre-deux. Il ne faut pas imaginer que si je fais rien en tant qu'homme, je fais pas partie du problème. En fait, c'est les gens qui ne s'engagent pas, qui ne se positionnent pas, qui font partie du problème. Merci pour votre témoignage et pour ces convictions. Hélène Margerie, quels sont les outils professionnels dont les entreprises peuvent disposer pour faire valoir justement la diversité et la richesse des métiers et aussi pour connaître l'offre de formation, parce qu'on a souvent beaucoup de questions qui arrivent sur voilà, j'aimerais prendre un alternant, mais je m'adresse à qui et quelle est l'offre? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'une des plus grandes missions de l'OPCO, c'est la promotion de l'alternance. Et dans ce cadre-là, nous, on a du coup comme mission la promotion des métiers. Et donc, on travaille avec les représentants de branches qui vont nous confier, pour certains, l'observatoire des métiers. Pour d'autres, donc c'est réalisé auprès des branches. Et à la demande des branches, on va mener des actions de promotion. Il y en a une qui est assez marquante dans la branche bureau d'études, qui est la marque Concepteur d'avenir, qui nous permet de communiquer en fait sur les métiers de branche et de réaliser des actions pour promouvoir les métiers. Donc voilà, on est… C'est un site d'ailleurs, peut-être que l'un de vos collègues peut inscrire le lien sur le fil de discussion de Concepteur d'avenir. Donc ça concerne la grosse branche dite Syntec, avec les cabinets de conseil, les bureaux d'études, les entreprises de services numériques, donc près d'1 million de salariés, avec une promotion des métiers assez intensive via ce site. Oui, il y a aussi l'événementiel qui est représenté dans les métiers de cette branche. Donc oui, tout à fait. Donc on est acteur et aux demandes des branches, on peut créer des événements pour communiquer. Et sur l'offre de formation, alors il y a des bases anciennement Cariforef, mais sur les Hauts-de-France, il y a un site qui peut être consulté qui est le C2RP, où on va recenser toute l'offre de formation. Donc, vous pouvez rechercher des offres de formation en initiale, en alternance, par type de diplôme, par type de profil. Et pour la Normandie, ça va être l'agence de l'orientation. D'accord, avec parfois d'ailleurs des propositions de matching ou de mise en visibilité des offres des entreprises et des propositions des candidats. Alors, autre aspect important à évoquer avec vous tous, c'est la mise en place. Une fois qu'on a fait la promotion, une fois que l'entreprise souhaite recruter, cherche à identifier un alternant, l'a trouvé, il y a la mise en place du contrat. On a commencé à voir tout à l'heure que c'était très important d'organiser une progression des missions, une autonomie croissante et donc d'avoir une fiche de poste clairement établie dès le départ. J'aimerais là-dessus, Claire Messager puis Hugues de Quitte, que vous nous disiez quelles vous paraissent être les bonnes pratiques d'accompagnement des entreprises qui viennent vous voir pour établir une fiche de poste qui, dès le départ, pose les choses clairement.
Claire Messager? Vous avez coupé votre son. Là, vous m'entendez? Parfait. Ok. Oui, donc nous, quand un apprenti nous prévient qu'il a trouvé une entreprise, on échange avec lui sur effectivement la mission qu'il va mener dans cette entreprise pour s'assurer qu'on est bien en adéquation avec la formation. Et puis qu'il y a une mission qui lui permette, au fur et à mesure des 3 ans, de pouvoir être mis en situation sur les compétences qu'on va attendre d'un ingénieur. Donc important effectivement de décrire dans cette fiche mission le contexte technologique et puis la mission qui va être confiée. Alors bien sûr, décrire une mission sur 3 ans, c'est compliqué, hein, c'est même rarement le cas, mais en tout cas de décrire le process d'accompagnement qui va être mis en place et puis les possibilités d'évolution sur les 3 ans. Encore un mot important sur le suivi de l'alternance. Quelles sont vos pratiques au niveau de l'ICEN de Lille en termes d'échange avec l'alternant, mais aussi avec l'entreprise tout au long du contrat? Alors, tout au long du contrat, donc lors du début de la formation, il y a un tuteur école qui est nommé, donc qui est un enseignant, quelqu'un de l'ICEN, qui va être l'interlocuteur privilégié de l'apprenti, côté école, et aussi pour l'entreprise, qui sera l'interlocuteur du maître d'apprentissage en entreprise. Et donc, 2 à 3 fois par an, il y a une rencontre entre l'apprenti, le tuteur école et le maître d'apprentissage en entreprise, et à chaque fois que c'est nécessaire, bien sûr, pour échanger d'abord sur l'intégration de l'apprenti et puis ensuite sur le déroulement de la mission, justement la mise en situation des compétences, les difficultés éventuelles qui peuvent se produire. Et 2 à 3 fois par an aussi, le maître d'apprentissage remplit une grille d'évaluation des compétences de l'apprenti et aussi définit les objectifs par rapport à ça qui sont fixés à l'apprenti. Merci Hugues de Quitte. Sur la mise en place, puis sur le suivi, quelles sont vos pratiques? Alors, au niveau de l'école supérieure de la banque, on a tout un process pour déjà la mise en place des formations. En corrélation avec les métiers, on a un comité stratégie formation qui est composé de la profession bancaire au niveau de notre siège, qui nous demande, qui crée le cahier des charges correspondant au métier pour que l'école supérieure de la banque mette la formation correspondante en face de ce cahier des charges. Ce qui nous permet d'être de toute façon complètement en phase avec l'évolution des métiers de la profession et donc avec la mise en application de la formation sur le terrain. Alors, concrètement, aujourd'hui, pour accompagner nos partenaires bancaires et surtout les tuteurs de nos apprenants, nous mettons en place une formation des tuteurs. C'est-à-dire qu'en amont, nous formons les tuteurs, dont on les accueille au sein de l'école supérieure de la banque pour leur expliquer ce qu'est le métier de tuteur, comment ça va se passer, comment ils vont pouvoir progressivement accompagner leur apprenant et faire correspondre la progression pédagogique de la formation, tant sur le terrain que la progression pédagogique au sein de l'ESB. Ça, c'est sur une journée, cette formation. C'est sur une journée, voilà, c'est sur une journée et au fil de l'année de formation ou des années de formation, il y a un accompagnement aussi de la part de notre cellule RH Sourcing ESB, un accompagnement téléphonique des tuteurs. Donc à peu près au bout de 3 mois, on fait un point avec eux par téléphone, savoir si ils sont toujours bien dans le trend, si le jeune évolue de la manière attendue au niveau de la formation, et savoir si ils ont des questionnements sur est-ce que j'ai bien fait mon job, est-ce que j'ai bien encadré mon jeune, est-ce que je l'ai bien accompagné pendant cette période, et on le fait 2 à 3 fois dans l'année de formation. En complément, j'ai des coordinatrices pédagogiques au sein de mon équipe qui accompagnent les jeunes, donc qui les rencontrent régulièrement en entretien individuel, 2 à 3 fois dans l'année, et
En milieu de parcours, en milieu d'année de formation, nous avons mis en place ce qu'on appelle des bilans professionnels. C'est-à-dire qu'on rencontre, la coordinatrice pédagogique ou le coordinateur pédagogique rencontre le jeune, son tuteur et son DRH à un moment, on va dire, d'échange en toute transparence pour faire le bilan, voir à milieu de parcours, quand on est au milieu du gué, où on en est par rapport à la progression pédagogique, à l'avancement de l'apprentissage au sein de l'entreprise et savoir si tout est en corrélation et si on est bien dans le bon trend. Et pour savoir, j'imagine également, du côté de l'alternant, est-ce qu'il souhaite poursuivre, et du côté de l'entreprise, est-ce qu'il y a éventuellement un souhait d'embauche ou des souhaits d'ajustement? Exactement. Il y a des éléments qui sont pas raccords par rapport aux attentes. Voilà, tout à fait. Effectivement, et ce moment, c'est vraiment un moment d'échange, comme je vous le dis, très très libre. On demande à l'apprenant de préparer sa réunion comme une réunion commerciale, on va dire. C'est à lui de se vendre et effectivement de présenter où il en est dans son rétro-planning par rapport au cadencement de sa formation au sein de l'entreprise, par rapport au cadencement de la formation au sein de l'ESB et voir effectivement ou s'il y a des décalages. Bien évidemment, avec la présence du DRH, ça permet d'avoir une vision un peu différente de l'apprenant que la vision qui est remontée par le tuteur, et surtout effectivement d'accompagner ce jeune en lui disant voilà, on vous attend à tel niveau de compétence, à tel niveau de connaissance pour exercer votre futur métier de conseiller clientèle sur tel ou tel marché. Et ça permet de repositionner les jalons, de recréer un rétro-planning sur les missions à réaliser au sein de l'entreprise pour être tout à fait opérationnel à la fin de la formation et de pouvoir être embauché sur un poste en toute, quel que soit l'endroit où on l'affecte. Alors, encore quelques minutes avant de clôturer notre webinaire. On devrait avoir terminé aux alentours de 11 heures. Quelques éléments encore à évoquer. Alors, importants sur une opération de job dating qui est en cours et qui se termine ce soir, sur les contacts, les différents voies et moyens pour joindre Atlas. Et on l'a vu sur le fil de discussion, beaucoup d'attentes pour joindre les conseillers. Avant d'en arriver là, une toute dernière question aux deux représentants des entreprises sur justement ce suivi de l'alternance. Selon vous, Damien Cavaillès, qu'est-ce qui est vraiment crucial pour que la relation se passe bien et que derrière, vous puissiez avoir l'opportunité de proposer une embauche, ce qui peut être souvent le cas, aux alternants que vous recrutez? Il faut bien voir, la relation avec l'organisme de formation est vraiment importante. Nous, ça nous encourage à reprendre des personnes qui sont dans le même organisme de formation que les précédentes. Ça nous est même arrivé, et d'ailleurs, il faut que les entreprises le sachent, c'est que si vous trouvez si vous avez rencontré une super personne avec qui vous voulez faire un contrat pro ou un contrat d'apprentissage, mais que vous n'avez pas un bon contact avec l'organisme de formation, vous pouvez changer l'organisme de formation. Nous, on l'a fait pour Marcy, et aujourd'hui, elle est dans une autre école de communication où on sait que le suivi est mieux. On sait que les projets seront plus intéressants et on sait qu'au final, ce sera plus simple pour tout le monde, quoi. Donc, soyez exigeants sur les organismes de formation côté entreprise, c'est vraiment important. Ce que j'aime bien dans ces échanges aussi, c'est que l'école puisse nous expliquer ce qui va se passer, ce qui vont être les gros projets à venir pour l'étudiant côté école. Donc, sur les masters, par exemple, à l'école de commerce, ils vont avoir des soutenances et des travaux à faire. Quand j'étais à l'ICN, il y avait le bureau d'études à la fin. Et en école de communication, donc à l'ESUCOM, ils ont des workshops, donc des gros travaux qui sont sur plusieurs jours. Et ça, en fait, c'est intéressant que l'école nous en parle au début de l'année pour qu'on sache que voilà, ça va être une grosse charge de travail pour l'apprenant et on puisse l'aménager, voire l'aider, voire l'encourager dans les sujets. Et moi, j'adore m'impliquer en tant que tuteur sur ces travaux-là. Merci Aurélie Demailly. Oui, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Nous, on a eu dans la majeure partie des cas des liens avec les organismes de formation très bien. Par contre, on a eu à l'inverse
et pour le coup, c'est pas la majorité des cas, heureusement, des situations où il n'y avait pas du tout de suivi, c'est-à-dire que l'organisme de formation n'était pas du tout présent auprès de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on avait même des difficultés à les contacter. Pas forcément d'échange entre tuteurs. Alors moi, ça fait plusieurs années que j'accueille des alternants aussi au sein de mon équipe. J'ai eu un peu de mauvaises surprises en tout cas. Et en effet, ne pas hésiter. En tout cas, moi, quand on a des mauvaises expériences, on ne ressollicite plus l'école l'année suivante. Et on oriente aussi le choix des écoles et on envoie nos offres d'alternance aux écoles avec lesquelles ça se passe le mieux, ce qui est, je pense, la meilleure façon de fonctionner, en sachant que nous, on a aussi mis en place un dispositif quand on arrive à peu près, on va dire vers février-mars, on échange avec le manager pour les alternants qui terminent leur parcours de formation en fin d'année scolaire. On échange avec le manager pour avoir son avis, en tout cas sur le jeune, pour savoir s'il a des postes disponibles dans son périmètre. Et pour lui donner de la visibilité à lui aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et pouvoir, du coup, derrière, solliciter le jeune, que le manager puisse échanger avec le jeune sur une éventuelle embauche et pouvoir anticiper le plus possible ces actions-là et éviter qu'ils soient démarchés par d'autres entreprises avant nous. Eh ben, écoutez, merci pour ces témoignages et ça souligne vraiment l'importance d'avoir des liens réguliers entre le CFA et l'entreprise, comme les deux représentants des centres de formation nous l'ont montré tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. On va clôturer ce webinaire avec François Infantès, donc le délégué régional. François Infantès, qui va nous rejoindre à l'écran d'ici une poignée de secondes. Et on va vous donner quelques repères aussi sur la manière de contacter Atlas. Alors François, rebonjour. On va proposer d'abord à nos participants un petit sondage très rapide, important. La question est la suivante. À l'issue de nos échanges, envisagez-vous de recruter en alternance? Oui, non, peut-être. Donc on vous laisse une poignée de secondes pour faire votre choix. Donc 3 réponses possibles. Oui, non ou peut-être. Donc, on est sur du 3/4 oui d'entreprises qui envisagent de recruter, 1/4 peut-être. François Infantès. C'est très, très encourageant d'avoir un 0 en non. Et on voit qu'on a encore un petit chemin à faire pour convaincre les peut-être. Moi, je voudrais pour ça, pour peut-être contribuer un petit peu, répéter ce que j'ai entendu au sein de la table ronde précédente. 2 points notamment. Le premier, c'est un alternant, c'est un collaborateur comme un autre. Et ça, c'est important de le dire et ça fait plaisir de l'entendre dans la bouche d'un employeur qui se reconnaîtra. Et puis de constater que l'alternance peut répondre à différentes problématiques. D'abord, servir de pré-recrutement, comme ça a été expliqué, contribuer à des politiques RH parfois complexes, comme la féminisation des métiers ou d'autres travaillent sur la mixité ou sur la diversité. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on n'y pense pas forcément quand on n'est pas déjà aguerri à l'alternance. Et enfin, le point le plus marquant, en tout cas qui m'a le plus marqué, c'est que l'alternance peut servir en tout cas à accompagner une requalification, une bifurcation de carrière. Et ça veut dire que c'est un outil un peu protéiforme. Donc, moi, j'ai qu'un mot à dire à ceux qui hésitent, allez-y, essayez. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne vous décevra pas parce qu'elle a envie. Et se lancer dans l'alternance, c'est difficile parce que c'est à la fois répondre aux exigences du diplôme, mais aussi de l'employeur. Donc, on a tendance à l'oublier. Alors, 2 dernières infos pratiques importantes. Il y a une opération de job dating en cours qui se termine ce soir.
qui a duré une quinzaine de jours. Quelques mots sur cette opération, François Infantès. Oui, alors je vais le remettre dans le contexte. Comme vous l'avez compris, l'OPCO et précédemment les OPCA étaient animés par une intention de développement des formules d'alternance. Je vous avoue qu'on se casse un peu la tête. On cherche toutes les issues, on cherche toutes les ficelles à tirer pour faire de la communication tout azimut. Toucher les familles, toucher les employeurs, toucher les jeunes, le monde de l'éducation nationale. Voilà, on essaie de jouer sur plusieurs tableaux. Et donc, dernièrement, sur ces 15 derniers jours, on a tenté une expérience nationale. On a créé une plateforme donc, de co-jobbing pour changer un petit peu du job dating. Et sur cette plateforme, on a invité des entreprises partenaires à venir rencontrer des jeunes. Donc, on a eu à peu près 4000 jeunes qui ont déposé leur CV. On a eu 500 entreprises partenaires qui sont venues organiser des rendez-vous avec eux, leur faire passer des entretiens. Et on a eu à peu près 300 offres d'emploi qui ont été déposées. Au final, presque plus de 2000 rendez-vous se seront déroulés. En tout cas, c'est un bilan intermédiaire qui date de quelques jours. Et j'espère que ce soir, on pourra constater des chiffres supérieurs et voir si le modèle mérite d'être revu, refait de cette façon-là. Voilà, donc vous avez mis à l'écran la page sur notre site qui permet à toutes les personnes qui ont manqué d'informations d'aller en toute autonomie chercher, fouiller sur notre site et notamment dans la rubrique Entreprise Atlas de l'alternance, vous pourrez à la fois revoir cette séquence et avoir toutes les informations sur cette opération de co-jobbing qui se finit aujourd'hui et qui, j'espère, sera refaite dans les jours qui viennent. Enfin, alors, autre question. Dans les mois qui viennent, autre question importante, il y a eu beaucoup d'attentes qui se sont exprimées dans le fil de discussion sur voilà, comment joindre Atlas. En résumé, pour reboucler ce qui a pu se dire, quel est le meilleur moyen de vous joindre ? Oui, alors tout à fait. Alors j'entends l'impatience de l'ensemble des acteurs à pouvoir contacter nos conseillers et nos équipes d'une façon générale, que ce soit pour le suivi d'un dossier ou pour des informations amont ou plus structurelles. Donc on va vous communiquer sur le fil dans les secondes qui viennent le nom des conseillers avec leurs adresses mail. Logiquement, vous avez ces coordonnées sur votre espace MyAtlas. Et c'est vraiment, je vous invite, en tout cas pour les entreprises connectées, à créer votre espace MyAtlas. Et à travers l'espace, vous aurez le nom de votre conseiller et vous pourrez lui envoyer un mail. C'est le meilleur moyen. Soyez indulgents sur le temps de réponse. On est très, très sollicité, mais en général, aucune question ne reste sans réponse. Alors, et il y a des recrutements, oui, et puis en plus, il y a des recrutements en cours pour étoffer vos équipes au niveau d'Atlas, face effectivement à la charge de travail. Un tout dernier mot, je vais solliciter là les participants, ça va prendre vraiment 20 secondes, sur un sondage de niveau de satisfaction en quelque sorte. La question est la suivante, toute simple, le webinar a-t-il répondu à vos attentes ? 4 réponses possibles, tout à fait, plutôt oui, pas vraiment ou pas du tout. Il faut aller cliquer sur l'onglet sondage, donc en haut à droite pour voir apparaître le sondage et pour que vous puissiez y participer. Voilà, tout à fait librement. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter et ce vote va clôturer notre webinaire. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réponse pas du tout satisfait ni pas vraiment. 14%, pardon, la moitié disent plutôt oui, ce webinaire a répondu à nos attentes. Et l'autre moitié, tout à fait. Voilà, votre mot de commentaire et de conclusion, François Infantès. Écoutez, je suis ravi d'avoir pu satisfaire à un certain nombre d'interrogations et ça me rend optimiste sur la possibilité de relancer ce genre d'opération régulièrement pour accompagner un monde fluctuant et qui est en permanence en mouvement. Merci beaucoup à tous et excellente journée. Merci. Merci, au revoir.